Merci. Donc merci aux organisateurs de m'avoir invité, convié pour faire ce topo. Je commence en précisant que j'y tiens beaucoup parce que c'est la vérité. Je ne m'occupe plus de cette unité en première ligne, c'est le docteur Carpentier Dorothée qui s'en occupe. Mais je reste très attentif et très intéressé. Première diapositive de liens d'intérêt qui ne sont pas en rapport avec le topo de ce jour. Et donc la trachéotomie en réanimation, on vient de le dire, a pour but de plusieurs objectifs. Elle peut permettre la réalisation de la ventilation mécanique, de protéger les voies aériennes et également l'aspiration endobronchique. Dans ce cadre, elle remplit en fait des fonctions qui sont similaires à celles d'une sonde d'intubation. Son intérêt est lié au fait qu'elle peut faciliter une démarche que je qualifierais de progressive de déventilation, peut-être par l'amélioration de la mécanique ventilatoire et puis surtout par la facilitation d'alternance de périodes où le patient est ventilé et ou de périodes durant lesquelles il n'est pas ventilé, y compris sur la même journée. Et enfin, cette trachéotomie peut favoriser une démarche progressive de décanulation, peut permettre une démarche progressive de décanulation là où on ne peut pas extuber progressivement. À côté de ça, les autres intérêts théoriques de la trachéotomie sont la moindre sédation, l'amélioration du confort, une mobilisation plus aisée, et puis un retour, et ce sur quoi on va bien s'arrêter, un retour progressif à un fonctionnement physiologique, notamment de la déglutition, notamment de la parole, et également de l'olfaction. Alors il existe de multiples types de canules, ainsi que de multiples combinaisons de spécificités techniques de ces canules. C'est le but du topo et on va maintenant s'y consacrer en essayant de faire le lien entre ces multiples possibilités techniques et les objectifs de retour à la physiologie dont je vous ai parlé. J'ai l'impression que le son est très haché. Je continue quand même. Première combinaison possible, c'est la présence ou pas d'une chemise interne. Cette chemise interne a l'avantage majeur de pouvoir être changée ou au moins nettoyée, et donc ainsi de ne pas s'encrasser, donc de prévenir l'augmentation des résistances qui pourrait être induite par un encrassement de la canule. Et ainsi, cette possibilité de nettoyer la canule, voire de la changer, de nettoyer la chemise interne, pardon, voire de la changer, facilite la réalisation dont je vous parlais tout à l'heure, de cette période durant lesquelles le patient va être ventilé, relié au respirateur dans la journée, ou bien déventilé, respirant spontanément, simplement en étant relié à de l'oxygène. En effet, lorsque le patient est déventilé, souvent l'humidification est d'une qualité moindre, et dans ce contexte, il peut y avoir alors un encrassement qui rend ces alternances quasiment impossibles sur une sonde d'intubation qu'on ne nettoie pas, alors que cela devient possible grâce à une canule de trachéotomie avec chemise interne, puisqu'on va pouvoir changer la canule. Une autre possibilité, c'est la présence ou pas d'un ballonnet, en sachant que lorsqu'il est gonflé, ce ballonnet permet une ventilation artificielle sans fuite et également une bonne protection des voies aériennes vis-à-vis des inhalations. Autre possibilité technique liée à la canule que l'on choisit d'utiliser, la présence ou pas de ce qu'on appelle des fenêtres, c'est-à-dire des ouvertures au niveau du corps de la canule et également au niveau des chemises internes. Ces fenêtres ont pour objectif de laisser passer l'air, notamment à l'expiration, et donc de permettre que cet air passe par les voies naturelles, le larynx, le pharynx, le nez également. Ceci joue un rôle important dans la récupération de la phonation, de l'olfaction, de la déglutition. À mon sens, cet objectif de laisser passer l'air par les voies naturelles est atteint plus simplement et avec moins d'inconvénients, tout simplement en dégonflant le ballonnet, mais on pourra en reparler. Et puis la dernière possibilité, la dernière spécificité technique qui peut être liée à la canule que l'on choisit, c'est le matériau, qui peut être
plus ou moins rigide, plus ou moins souple, plus ou moins confortable au final pour le patient, et ce que ce soit concernant la canule en elle-même ou bien la collerette de la canule. Alors maintenant qu'on a fait un peu le listing de ce qui peut exister comme spécificité, on va essayer de se rapprocher de différentes situations et de voir quel est l'intérêt de l'un ou l'autre des dispositifs, en se penchant aussi sur les accessoires associés à ces canules. Lorsqu'on est en situation de ventilation artificielle, vous voyez là est figurée une canule avec un patient donc, qui, via cette canule, est relié à un respirateur. Finalement, la canule de trachéotomie, ça n'est jamais que le dispositif endotrachéal de ventilation, comme l'est la sonde d'intubation, avec un site d'insertion différent. Lorsque le patient peut être au moins transitoirement déventilé, il respire, il n'est plus ventilé, eh bien c'est l'occasion de se rapprocher de la physiologie, d'une respiration physiologique. Et la première étape, c'est de dégonfler le ballonnet, qui est ici figuré, à partir du moment où, au moins transitoirement, on peut se passer du respirateur. Si l'on fait cela, il faut adjoindre une humidification via, par exemple, un nez artificiel qui se connecte à l'extrémité de la canule et qui a pour rôle d'humidifier l'air inspiré et également d'assurer une filtration de cet air inspiré, comme le fait notre nez, telle que la fonction physiologique de notre nez. Lorsque l'on a dégonflé le ballonnet, l'expiration se fait donc par la canule en partie, mais également par les voies naturelles. C'est la première étape pour récupérer une fonction importante qui est celle de l'olfaction, ce qui permet juste de bien préciser qu'à partir du moment où vous êtes ventilé en circuit fermé, ballonnet gonflé, que ce soit sur une sonde d'intubation ou que ce soit sur une canule de trachéotomie, les patients perdent l'olfaction. Quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais sur des durées prolongées et lorsqu'on est conscient, ça peut être quelque chose de vraiment important. L'étape d'après peut être d'adjoindre, de positionner à l'extrémité de la canule de trachéotomie, chez un patient qui n'est pas ventilé et dont le ballonnet est dégonflé, ce qu'on appelle une valve phonatoire en lieu et place du nez artificiel. Cette valve phonatoire a un clapet là dans le système, ça ne se voit pas, une petite membrane plastique qui se ferme à l'expiration. Ce faisant, lorsque le patient expire, il n'y a plus de débit par la canule, puisqu'elle est fermée, et donc le débit expiratoire par les voies naturelles devient plus important, et l'ensemble du débit se fait par les voies naturelles. Et ça, ce sont à nouveau des étapes et des situations qui favorisent l'olfaction toujours, mais également la reprise de la phonation, de la parole, puisque, comme vous le savez, pour parler, il faut un flux expiratoire suffisamment important, il faut également des cordes vocales qui fonctionnent, des choses à dire également, et donc là, oh là, pardon, je crois que je peux faire marche arrière, oui. Et donc là, une des situations majeures pour améliorer ce débit expiratoire, c'est la mise en place de cette valve phonatoire. C'est un accessoire important dans la prise en charge d'un patient trachéotomisé. Je fais une petite marche en arrière. À partir du moment où l'on a dégonflé le ballonnet et donc où l'on autorise le passage de l'air expiré par les voies naturelles, que ce soit lors de l'étape du nez artificiel ou encore plus, puisque le débit est plus important lors de l'étape de la valve phonatoire, on se met en situation de promouvoir la rééducation de la déglutition. C'est la première étape et une étape qui est clé dans le retour à une déglutition normale. Parce que l'un des temps de la déglutition, qui est un processus complexe dont quelqu'un parle après, je crois, c'est celui d'une stimulation sensitive des muqueuses. Et cette stimulation ne peut pas se faire, se dégrade, la capacité, la sensibilité de la muqueuse pharyngée, buccale, se dégrade lorsqu'il n'y a pas de passage d'air du fait notamment des stagnations liquidiennes et de l'absence de la stimulation liée au passage de l'air. Donc c'est vraiment une étape fondamentale de la rééducation de la déglutition que de rendre possible
le passage du débit aérien par les voies naturelles. Un petit détour par les recommandations de la recommandation formalisée d'experts dont on a déjà parlé. Alors, une recommandation formalisée d'experts, vous n'êtes probablement pas familier, mais c'est le fruit de plusieurs mois en général de travail, de réunions d'un grand nombre de personnes qui traitent d'un sujet et qui répondent à des questions en se penchant sur les publications avec des avis qui sont donnés, des recommandations qui sont données en fonction, avec un niveau de force de la recommandation qui est lié à l'importance des recommandations, des publications, des questions traitées. Et là, j'en rapporte quelques-unes. La R4.2, donc les experts suggèrent de réaliser une modification des voies aériennes chez les patients ayant une trachéotomie. C'est mon nez artificiel. Les experts suggèrent, j'en ai pas parlé là, mais je fais exprès de mettre cet avis, suggère de ne pas changer la canule de trachéotomie de façon systématique, et je laisse la possibilité, si vous voulez qu'on en parle plus, que vous me posiez une question tout à l'heure à ce sujet. Les experts suggèrent un protocole multidisciplinaire de décanulation et également de dégonfler le ballonnet lorsque les patients sont en ventilation spontanée. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit. J'ai mis exprès ces deux recommandations sur la même diapositive parce que ça fait le lien avec quelque chose qui, je pense, est majeur aussi lorsqu'un patient est trachéotomisé. C'est un rôle qui vous est dévolu, qui est différent, que ce soit les infirmiers, que ce soit les kinés, bien sûr la mobilisation, bien sûr le drainage, mais aussi un rôle donc, qui n'a rien à voir avec celui que vous pourriez avoir chez un patient intubé, ventilé, en termes de déglutition et en termes d'alternance de périodes ventilées, de périodes non ventilées. Durant ces périodes, il faut penser à dégonfler le ballonnet, il faut penser à mettre le système soit de nez artificiel, soit de valve phonatoire. Bien évidemment, c'est jamais un médecin qui fait ça, et donc ça vous donne un rôle vraiment important. Et également, je pense, du fait de vos observations, du fait de la fréquence des aspirations par les canules, véritablement un avis sur l'opportunité de décanuler ou pas le patient. Et donc je conclurai juste sur cette diapositive qui reprend juste l'exemple de ce qu'on peut faire dans le service à Rouen. Donc ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire absolument, on n'a quand même pas cette prétention, mais c'est pour faire le lien avec tout ce que je vous ai raconté et donc donner un exemple de pratique. Dans un premier temps, on va utiliser une canule de trachéotomie avec une chemise interne, pour les raisons que je vous ai expliquées, la facilité d'entretien et la possibilité de prévenir les résistances en changeant, en nettoyant cette chemise interne. On utilisera systématiquement, initialement, donc à la mise en place, une canule de trachéotomie équipée d'un ballonnet, afin de permettre la ventilation mécanique et de protéger les voies aériennes, mais ce ballonnet n'est gonflé que lorsque le patient est en ventilation mécanique. Une autre façon de le dire, c'est que dès qu'on fait des périodes où le respirateur est arrêté, on dégonfle le ballonnet. Si les fausses routes sont majeures et qu'il y a une inondation salivaire ou autre, bien sûr, on regonfle, y compris lorsque la machine ne fonctionne pas. C'est du bon sens, mais finalement, ça nous paraît extrêmement important d'aller dans ce sens. On dégonfle et on voit si jamais ça se passe mal, plutôt que j'ose pas dégonfler, j'attends je ne sais quoi, enfin plusieurs jours avant d'oser essayer. Ensuite, on a donc recours au nez artificiel, puis à la valve phonatoire, en fonction de la tolérance du patient et des objectifs, comme j'ai pu les détailler. On porte un intérêt majeur à la gestion du diamètre de la canule. Je ne l'ai pas développé là, mais c'est toujours dans ce concept du retour à la physiologie. Plus la canule sera petite, moins elle prendra de place dans la trachée, donc moins elle sera un obstacle à la respiration naturelle, dans l'optique où le patient commence à être déventilé et de plus en plus respirant seul. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous semble également très important. Également, un lien important lié au confort de la canule, et il existe toute une gamme de canules qui sont particulièrement confortables, souples, avec des matériaux
le nom m'échappe, mais en tous les cas particulièrement souples. Le désavantage étant qu'elles n'ont pas de chemise interne, donc ça peut, voilà, c'est un désavantage à prendre en compte. On n'utilise pas de canule fenêtrée à cause du risque de granulome qui est largement majoré lorsque c'est le cas, et à cause de la charge en soins excessive, puisqu'il faut penser à changer la chemise interne lorsqu'on utilise une canule fenêtrée. Et enfin, mais là peut-être on a tort, on a un exceptionnel recours à la ventilation en fuite. Merci de votre attention.